Salut à tous les deux, merci beaucoup d'être Bonjour, bonjour. d'être là aujourd'hui. Donc on va parler de votre film Falcon Express qui est sorti le 2 juillet. Et on va aller en détail, je pense, dans tout ce qui est la réalisation, l'écriture, tout ça. J'ai mes petits blocs de questions. Peut-être faire un petit point contexte, expliquer un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites, peut-être un petit peu sur votre parcours. Ouais, je vais commencer si tu veux. Moi, je viens plutôt du live et on va dire je suis réalisateur, mais je suis passé beaucoup par le montage en fait pour passer à la réalisation quoi. Et donc du coup, je suis arrivé. Le studio TAT, je le connais depuis 25 ans quoi, mais j'ai commencé vraiment à travailler pour eux à partir de 2014 pour la série Les As de la Jungle, donc la Hmm. saison 2, donc toujours en montage quoi. Et après, j'ai enchaîné sur le film, Terra Willy, Peel, Patty, Les As 2, etc. quoi. Donc voilà, ça c'est à peu près mon parcours pour être un peu bref, quoi. Et du coup, après, on s'est présenté pour la réalisation de Falcon Express, quoi. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui ne s'est pas présenté, donc moi c'est Benoît Dafis Et et Jean-Christophe Daffy. Jean-Christian Dafis, donc on arrive à voir qui est qui. Euh, moi je connais aussi la TAT depuis environ 25 ans. J'ai commencé à aller, enfin à l'époque ils faisaient pas encore de 3D, donc c'était pour des dessins sur des métrages live, sur des différentes choses. Et puis quand la boîte a commencé à avoir des projets, j'ai suivi, donc j'ai été sur tous les projets depuis Spike jusqu'à maintenant. Et j'ai fait des études artistiques entre les deux. Donc, moi, je suis plutôt dessinateur, donc j'ai fait du concept, d'objets, de décors, de personnages, du storyboard. Et j'ai fait j'étais sur la direction artistique euh, aussi de certains projets. Et Ouais, de pratiquement tous les longs métrages et la série les As de la Jungle, tout ça, quoi. Il a décidé beaucoup de choses, quoi, ouais, pour TAT, en fait. donc, Et il y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est le côté, on a postulé presque, on s'est proposé pour la réalisation. Comment ça marche en fait? Il y a un projet qui est déjà en cours d'écriture un petit peu et ensuite on se demande Sur, qui va le euh, réel. sur celui-là, en fait, le film avait commencé, mais il y avait toujours pas de réalisateur, en fait, dessus, quoi. Il y avait un scénario. Et Benoît, lui, avait déjà commencé à dessiner certains personnages et même quelques concepts, je crois. oui, oui, ouais. Et donc, du coup, avant même qu'il soit réalisateur, quoi. Et du coup, il a postulé pour être réalisateur sur le film. Et quand on lui a demandé, en fait, enfin, quand il a demandé, en fait, on lui a dit que s'il faisait le film, il fallait qu'il le fasse dans tous les cas avec une autre personne. Hmm. Et donc, comme Benoît, on se connaît depuis 25 ans et qu'on est potes, quoi, du coup, on s'est présentés tous les deux, quoi, et voilà, nos candidatures ont été assez vite acceptées, quoi. Sachant qu'évidemment, on les connaît depuis 25 ans et qu'on travaille depuis de nombreuses années pour eux, quoi. Puis on a des profils qui sont assez complémentaires. Ouais. Bah, c'est justement aussi une de mes questions, c'est niveau réalisation, la plupart du temps quand il y a un duo, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus un profil, je sais pas trop comment dire, mais un profil plus technique aussi dans la fabrication et un profil qui est peut-être un peu plus sur le côté intention, mise en scène et tout. Je sais pas si c'est aussi ce genre-là de complémentarité ou... Sur celui-là, moi je dirais pas vraiment en fait quoi. Pas C'est-à-dire que exactement, mais pas exactement, on c'est-à-dire est plus des que profils artistiques. ouais, on est deux profils artistiques mais complémentaires. C'est-à-dire que moi vraiment je gère le montage, on va dire la narration du film et aussi quelques parties sur le son. Et Benoît qui vraiment lui sait très bien décider alors que moi pas du tout. Vas-y Mm. Benoît, du coup qu'est-ce que tu fais? Non, mais après, justement sur ça, euh, sur la mise en scène, l'écriture, on a beaucoup travaillé, on échange beaucoup les idées. Je fais sur du board, sur des retours au niveau du dessin. Je m'occupe de la direction artistique aussi sur le film. Donc voilà, après, on s'échangeait comme ça, là, les différentes tâches, mais on essayait toujours de voir, d'être d'accord sur l'axe qu'on Hmm. voulait sur le film. Ouais, voilà. Et surtout, on se mettait d'accord vraiment parce que nous, ce qui nous plaisait vraiment sur le projet, c'était surtout de savoir comment est-ce qu'on allait le mettre ensemble, quoi, mettre en scène, je veux dire. Et du coup, voilà, du coup, on l'a fait ensemble, quoi. Voilà, on s'est vraiment mis d'accord sur la position de la caméra, la façon dont, dont les, dont ça devrait être animé ou comment est-ce qu'on espérait que ça soit animé. Et donc voilà, quoi. Donc c'est vrai que on se met d'accord et après c'est chacun fait la partie qui lui va le mieux quoi Hmm. pour être vraiment complémentaire. Puis on a une culture cinématographique assez commune, hein,
vidéoclub, de tout ça. Donc, Mhm. on se retrouvait sur pas mal de choses comme ça. Et puis, vu qu'on se connaît depuis assez longtemps, ben, voilà, on savait où on allait, où on voulait aller chacun sur le film et que ça se Ouais. passe. Et on a fait une petite expérience sur un épisode qu'avait réalisé Benoît sur les As de la jungle, justement, quoi, où c'était moi qui avais fait le montage. Et du coup, on avait beaucoup, on avait, pareil, comme sur le film, je pense qu'on n'avait pas compté nos heures sur cet épisode aussi, quoi, Mhm. comme c'était le premier épisode de Benoît. Voilà, on avait vraiment fait en sorte que l'épisode il soit vraiment fun, quoi, et drôle et cool, quoi. Et donc, du coup, ça nous avait permis de se dire, bon, on s'est pas mis sur la tronche quand on a fait Ouais. cet épisode. Donc, normalement, sur un long métrage, ça devrait le faire, quoi. Et ça a bien roulé, quoi. Ouais. Et niveau C'est parfait. écriture, justement, au début, parce qu'il y avait déjà un scénario, vous m'avez dit, à quel point il a évolué, parce que moi, ce qui m'a le plus marqué, on va dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnages différents, il y a plein de choses à présenter. Et ça, c'est un truc qui est super dur en écriture, donc j'imagine qu'il y a plein de références d'autres films, etc. Peut-être qu'on peut faire un petit bout sur le pitch aussi, c'est vrai qu'on on l'a Ouais, pas dit. C'est vrai. le pitch, du coup, c'est une comédie d'action, en hommage au film des années 80-90, où des animaux domestiques sont coincés dans un train fou qui doivent arrêter. Et il y a un personnage qui s'est retrouvé dans ce train, qui est un raton laveur, qui s'appelle Falcon, qui va devoir les aider à arrêter ce train. Donc, Voilà, c'est un mélange de Speed and Stoppable, on va dire, quoi, mais avec des animaux et en animation, quoi. quand j'ai lu le scénario, il y avait des personnages qui n'avaient pas encore de nom, qui avaient des caractérisations qui n'étaient pas encore forcément poussées complètement. Et du coup, déjà en dessinant les persos, je leur ai donné des noms, j'ai poussé les caractéristiques, je me les visualisais un petit peu plus. J'ai proposé aussi aux producteurs de rajouter des péripéties, des scènes, différents éléments, un contexte. Euh, et quand quand on s'est retrouvé tous les deux avec Jean-Christian, euh, on s'est dit, bon, chaque perso, c'est quoi son axe? Qu'est-ce qui va être drôle en comédie? Qu'est-ce qu'on pourra travailler sur lui? Euh, Quelle voix on imagine dessus? Pour se dire, ben, histoire qu'on puisse visualiser qu'il y ait eu des couleurs différentes sur chaque perso. Et sur les présentations des persos, il y a une chose aussi que, ben, en faisant les personnages, c'est que quand on voit la cage de chacun, on voit un petit univers. Ouais. Une petite chose comme ça, de se dire, bah, visuellement, les persos, faut que directement on arrive à les visualiser. Ils ont un axe qui est clair. Parce que vu qu'on a un film choral qui est au film catastrophe, il fallait que ça soit évident pour le spectateur et qu'on passe pas trop de temps à présenter les personnages pour voir les relations entre eux. Mais je pense que l'évolution du scénario, tel que on l'a lu la première fois, c'est-à-dire que c'est vraiment très centré sur les trois personnages principaux, on va dire quatre, le méchant Hans et Rex, Maggie et Falcon. Et après, le reste, entre guillemets, c'était les animaux, mais qui suivaient juste Mhm. les leaders, quoi. Et nous, en fait, là, on s'est dit, quitte à faire un film et en baver pendant 3 ans et demi, on préfère vraiment développer tous les personnages parce qu'il y a des personnages, je sais pas si tu l'as repéré, il y a un personnage qui est carrément muet, en fait, dans le film, quoi, qui est un petit hamster. Et donc voilà, du personnage le plus muet au personnage le plus excentrique, comme Randy, le chien Mhm. complotiste accro au sucre, quoi. Voilà, tous ces personnages, on les a redéfinis, on en a supprimé, on en a rajouté, évidemment, on a rajouté le personnage du canard avec l'accent du sud-ouest parce que ça nous faisait marrer d'avoir un personnage Ouais. qui nous correspond, on va dire. Voilà. Mettre en avant la culture locale toulousaine. Alors on se sort les palmes et on va chercher le premier rôle. Quoi quoi? Quoi quoi? C'est comme ça qu'on a vraiment rendu je pense vraiment l'apport qu'on a eu sur le scénario, c'est de vraiment avoir fait un film très choral, quoi. Et ça, ouais, c'est ça qui est marquant, je trouve, c'est que personne est délaissé, en tout cas dans les persos. Et Mm. parfois, ça peut être un souci dans des films où il y a trop de monde, tu t'accroches pas spécialement. Là, il y a déjà un côté design aussi qui fait que tu les repères très facilement. Ouais. Et ça, j'imagine que c'était un gros travail graphique aussi, le côté forme simple des persos, couleurs et tout ça, c'est peut-être plus de ton côté, hein. Ouais, c'est Ah bah ça oui, ouais. c'est Benoît Tanton qui a dessiné tous Ouais. les personnages, quoi. Il est timide là, mais mais ouais. Et du coup, c'est vrai que très souvent, il me montrait les personnages et puis m'expliquait. Moi, comme je suis pas dessinateur, des fois, j'ai pas vraiment un regard très aiguisé des fois sur la taille, la forme des yeux et ce genre de choses. Et du coup, Benoît, il m'expliquait beaucoup ce genre de choses. Et quand il mettait les personnages
sur, par exemple, même tous alignés, tout ça. Voilà, du coup, je pouvais comprendre, on va dire, la variation de tous les personnages, toutes les couleurs, et c'est vrai qu'il a réussi à créer une identité pour chacun d'entre eux et les faire exister, quoi. Parce que c'est vrai qu'il faut, comme tu dis, je pense qu'on a jusqu'à 16 personnages dans le train qu'on suit, donc avec des personnages encore qui sont autour, et ouais, faut aller vraiment pas se perdre en se disant on a un copier-coller. Il y a un peu, il y avait le truc aussi, c'est que ça reste des animaux, des vrais animaux, parce que c'est dans un univers qui est entre guillemets réaliste, c'est un vrai monde, donc c'est pas anthropomorphique comme une Zootopie ou d'autres films comme ça. Et donc les quadrupèdes restent des quadrupèdes. Il y a une exception avec le blaireau qui est plus proche de l'ours pour que ça soit un méchant. Mais les autres animaux, un chien reste un chien, même s'ils font des trucs un peu extraordinaires. Et c'est comment les caractériser sans trop les accessoiriser. Il y a juste l'accessorisation. Il y a deux personnages qui sont accessoirisés, c'est les lapins hippies, pour pouvoir. Bon, là, il y avait une petite difficulté pour qu'il soit clair et évident. Donc, c'est limité à un petit bandeau. Donc, Ouais. le chien flic, c'est un chien flic. Donc, enfin, voilà, il y avait ces choses-là à être évidentes. Et puis, et l'accessorisation aussi, ça peut vite être complexe aussi, hein. Technique, Falcon a un sac à dos. Et c'est des choses qui peuvent être, qui n'ont pas l'air, mais qui sont très compliquées, en fait, entre des, donc, Oui, la complexité aussi du film, on le savait un peu, mais on s'en est quand même rendu compte, notamment quand on a fait l'animation, quoi. Où à un moment donné, il a vraiment enfin, c'est bien beau de dire on va faire un film choral, il y aura plein d'animaux dans le train, tout ça, quoi. Après, quand ils doivent tous être animés dans un seul plan, C'est ça, le staging, c'est compliqué à ce moment-là, quoi. bah ouais, c'est-à-dire que là, des fois d'ailleurs, ce qui se passait, c'est que d'avoir 15 animaux à l'écran, ça faisait planter ça faisait Ouais. planter les cannes en fait, quoi. Donc ça, c'est voilà un des gros problèmes techniques par rapport à ça, quoi. Donc et c'est vrai que si tu le vois dans le film, les moments où ils sont vraiment des fois tous ensemble, c'est sur des plans relativement posés. Voilà, ils sont pas tous en train de courir ou en train de faire des choses un peu faux folles dans le même plan, quoi. Et ça, du coup, nous qui avons une culture un peu de la série B et autres, c'est vrai que ça nous amusait de se dire mais ça, c'est pas grave. À un moment donné, on peut isoler trois personnages et entendre les personnages en off sans forcément les montrer, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de bricoler en mode presque système D, quoi. De- la mise en scène pour faire en sorte que qu'on ait l'impression qu'ils soient tout le temps tous à l'écran, alors qu'en fait, c'est très peu le cas dans le film. Et comment ça s'est passé le côté mise en scène, justement? J'imagine qu'il y a le montage et le storyboard qui se font en parallèle quand on teste des choses et tout ça au début. Comment ça s'est passé la collaboration là-dessus? Et parce que je trouve que niveau mise en scène aussi, découpage, il y a un truc extrêmement dynamique et tout. Enfin, je trouvais que niveau spatialisation, il y avait un truc très bien géré dedans. Donc ça doit être chaud à déterminer ça à deux. oui, après, c'est vraiment un truc, en mise en scène, on avait justement, en termes d'implication, il y a une chose aussi qu'on voulait, même au niveau, on a vraiment une culture quand même, même, moi, je suis un peu plus vers l'animation, mais j'ai quand même essentiellement une culture de cinéma live. Et ce qu'on voulait, c'est qu'on s'inquiète pour ces animaux, qu'on soit avec eux. Et c'est vrai que le fait que ça soit déjà dans un dessin, enfin, dans un film d'animation, il y a une petite distance avec la réalité. Donc, ce qu'on a voulu, c'est qu'on se perde pas dans l'espace, que ça soit filmé à échelle d'animaux, et qu'on n'ait pas de caméra libre, hein, de se dire tout ce qui pourrait être filmé par un opérateur. Et donc, sur la mise en scène, on faisait attention à ce qu'on soit jamais perdu, qu'on retrouve des groupes de personnages, qu'on les oublie pas de temps, quand il y en a un qu'on n'a pas trop vu, on arrive à le voir de temps en temps. Voir les personnages par groupe aussi, histoire de les faire évoluer de manière, enfin, même si on ne développe pas trop les personnages, on les voit à l'écran ensemble, donc il se passe quelque chose, ils existent encore. Donc il y a euh, sur les spatialisations, ouais, après sur les spatialisations, il y a le fait que ça soit un train, Mhm. c'est une contrainte, mais en même temps, on Il y a un sait où côté mais, vertical, on va dire. mais c'est sur le scénario, en l'occurrence, on a eu quand même un travail de se dire, bon, on a mis tout à plat, de se dire, là, à quel endroit ils sont dans le train, à quel moment, lui, devait être là, il devrait être là. Donc, ces questions d'espace, sur dans quel wagon ils sont, à quel moment, il y a eu un gros travail là-dessus pour pas perdre le spectateur et qu'il n'y ait pas de doute quand on est dans le film, quoi. Et comme on savait aussi qu'on faisait un film d'action, quoi, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, même des fois seul,
On a passé des fois des week-ends entiers parce qu'en fait, les week-ends, la boîte, en fait, il y a personne. Donc, du Ouais. coup, nous, on pouvait vraiment, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et donc, du coup, je pense que c'est ces moments-là, en fait, on a le plus travaillé la mise en scène, les cadrages. On se mettait quand même relativement d'accord parce que des fois, quand il y a quelqu'un qui avait une idée, et qu'elle était fun et qu'on trouvait le plan qui pouvait être cool sur le film, ben voilà, on n'allait pas tergiverser pendant 107 ans, quoi. Donc du coup, on se mettait d'accord, je trouve, assez facilement sur la mise en scène, ce qui est pas forcément évident quand on est quand on peut être deux réalisateurs, quoi. Mais voilà, au moins on avait la même vision par rapport au film, quoi. Donc du coup, on a énormément travaillé ça pour pouvoir le proposer après en forme de vignette pour les storyboarders pour qu'ils puissent après travailler dessus, quoi. Donc voilà, pour que le travail, on va dire, de cadrage que des fois proposait Benoît via des croquis assez sommaires mais quand même assez précis, quoi. Voilà, qu'ils puissent les reproduire, voir, on dit ça c'est une première proposition, mais après on voulait pas non plus brider les storyboarders, Mhm. donc ils pouvaient aussi rebondir sur les propositions qu'on faisait, quoi. Et, euh, et ensuite, c'est vrai que le travail de l'animatique, on va dire, des fois, on avait des choses à l'acting du personnage qui étaient très fins, mais on perdait des choses en mise en scène. Et des fois, quand on voulait retravailler la mise en scène, du coup, quand on fait des retakes, ben, les borders, ils ont pas autant de temps, on va dire, pour refaire un acting cool et tout ça, quoi. Et du coup, on retrouvait la mise en scène, mais des fois, on perdait un peu le feeling qu'on avait sur les premières versions. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il a fallu, on va dire, ne pas perdre euh, pour qu'on ait vraiment et la mise en scène et l'humour des personnages qui soit là présent pour le board, quoi. Il y a un truc aussi par rapport à le dynamisme qu'on voulait dans la mise en scène et ce côté qui soit clair. Euh, il y a aussi de la mise en scène où, en termes de cadrage, en termes de placement de certains éléments, il y a l'économie du film aussi. On est quand même un film français qui a un budget quand même assez conséquent, mais avec un film qui se confronte un peu au film américain. Donc, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire de telle ou telle manière, qu'on a adaptées avec nos contraintes techniques. Et après, un gros travail qu'il y a eu aussi pour pousser ça, c'est le travail du layout qui était où il fallait réadapter par rapport on fait en 2D, donc on a une intention, mais faut la redynamiser à la mise en scène quand on voit que les cadrages ne sont pas assez poussés ou quand on voit que ben, la caméra qu'on imaginait en dessin, quand on la met dans le train, qui est un objet qui est quand même assez rigide quelque part et qui pose beaucoup de contraintes, ben, faut le réfléchir différemment. Donc la mise en scène, vraiment, à chaque étape, faut la préciser, faut la repenser un petit peu tout en gardant le film parce qu'on peut vite perdre le film à plein d'étapes. Ouais, parce que des fois, on pouvait perdre en mise en scène sur l'animatique. On a vraiment bourriné comme des malades au layout, quoi, pour essayer de récupérer les axes de caméra qui nous plaisaient, tout ça, quoi. Et comme par contre, le problème, c'est que techniquement, le film était très, très compliqué d'avoir un train tout le temps en mouvement, dans des grands Mhm. décors, un train qui était jamais sur les rails ou des fois qui était enfoncé au sol. Euh, tu fais le film, mais en fait, il y a des, il y a des mains qui travaillent sur le film en parallèle et qui des fois en retravaillant je sais pas combien de fois on a on a remis à jour le train et du coup de ces mises à jour ben en fait ça se décale par rapport au rail, enfin il y a des choses Mhm. qui des fois sont réglées puis sont répétées la semaine d'après. Donc ça c'est très très compliqué de rester concentré en se disant bon à un moment donné on l'avait, après on l'a plus, comment est-ce qu'on a fait, comment faire pour ne pas perdre l'idée de mise en scène, ne pas perdre l'humour, avec un film qui est continuellement en mouvement, on va dire. Et aussi, c'est un film qui s'arrête assez peu, quoi. C'est vraiment, ça bombarde, on va dire. Il y a Ouais. c'est ça. Le début, c'est un peu posé, ensuite, boum, ça démarre et les choses vont C'est très ça, ouais. vite. Et c'est une difficulté C'est aussi, ça hein. qu'on voulait. Je pense qu'on on rentre dans un film relativement classique avec un raton laveur un peu en mode Robin des Bois et tout ça, quoi. Puis je pense que dès qu'on a la présentation des personnages du train qui est fait, le film s'accélère et s'accélère jusqu'à la fin, en fait, quoi. Donc c'est assez particulier, je trouve, le rythme du film, quoi. Mais moi, je trouve ça plutôt plaisant, on va dire, la surprise qu'on a d'être vraiment On est en accroché, quoi. action de plus en plus dans le film, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on le ressent. Ouais, puis même là, en faisant le film, il y a un truc,
ce qu'on voulait, c'est que ça soit un vrai film d'action. C'est Oui, ça se dirige on voulait pas faire du tout une parodie, quoi. Ouais. c'est un vrai film d'action et c'est vrai qu'il y a une chose, des purs films d'action en animation, à part dans l'animé japonaise. Il y en En a fait, pas il y en a beaucoup, je assez pense. peu. On a cherché, il peut y en avoir qui tournent vers le super-héros, mais c'est quelque chose qui est assez rare. Et du coup, on s'est dit, bon, là, il y a ce côté film concept qu'il faut tenir, de se dire, bon, ben, on veut que ça aille tout droit, l'énergie voilà, qu'on a apprécié dans tout un tas de films, de série B, même, ce que je disais, c'est pas forcément les films les plus nobles, mais on a une vraie affection dessus. On voulait qu'on la retrouvait dans le film, quoi. Enfin, voilà, c'est un vrai film d'action et c'est aussi un espèce de faux huis clos, quoi, aussi, quoi. Oui. Donc ça, c'est vraiment, je pense, l'originalité et le risque du film aussi, parce que c'est vrai que de dire, bon, ben, c'est des animaux coincés dans un espèce de huis clos, ça peut ne pas être trop sexy, quoi, au premier abord, quoi. Mais en fait, voilà, comme ils évoluent de wagon en wagon avec plein de péripéties, voilà, ça rend le film vraiment fun, quoi, je pense, au final, quoi. Et niveau environnement, ça se passe dans un endroit fictif, mais c'est très les États-Unis. Donc est-ce qu'il y a eu un peu l'idée de on va le faire comme dans les films justement qu'on adore et tout, ou est-ce qu'il y a eu un peu l'idée de le faire en France éventuellement Est-ce que vous avez eu ce truc-là ou... Il y a un moment, il y a eu ces questions qui se sont posées, mais très rapidement, on Ouais. allait aux États-Unis parce que déjà, il y a l'immensité des décors, le fait de pouvoir changer d'environnement, parce qu'il y a aussi, enfin, le film, du coup, on est essentiellement dans un train, donc il faut qu'on ait quand même une certaine variété dans les environnements, de justifier les changements de météo qui sont assez poussés Mhm. dans le film, pour qu'ils peuvent suivre la narration. On l'aurait fait en France. En France, on peut pas avoir des si grands espaces. On peut pas faire, je sais pas, autant de kilomètres sans passer par un village. On peut pas avoir des C'est espaces, vrai, ouais. entre guillemets. On peut pas isoler les agneaux et, euh, et parce que notamment aussi, il y avait un truc aussi où on a beaucoup travaillé au niveau du scénario, c'est que les animaux n'aient pas de contact avec les humains et que les humains ne se rendent pas compte que les animaux fassent des choses extraordinaires. Mhm. Donc, il y a ce décalage-là. S'il y avait eu euh, plein de personnes qui peuvent filmer en même temps le train, on aurait pu casser ça. Et après, euh, ce que je disais, c'est qu'on fait quand même un hommage au film des années 80-90. Donc cette ambiance-là, cette humeur-là, elle est très américaine. Et Mhm. donc même toutes les références cinématographiques, elles sont essentiellement américaines. Il y en a quelques-unes qui viennent d'ailleurs. Donc il y avait une cohérence à être dans cet univers-là. Oui, je pense aussi on avait un peu ce fantasme de se dire on va faire un film américain mais 100% toulousain, on va dire. Mhm. Et c'est vrai qu'on avait un peu bon espoir. Bon, c'est un peu toujours le cas du studio TAT, c'est-à-dire de montrer qu'on peut avoir comment dire, une qualité d'image, de son, de musique ou autre, ou d'animation qui fasse un peu américaine et qui puisse, on va dire, un peu taper dans l'œil au niveau des ventes à l'international. Et c'est vrai que là, ça a très très bien marché en fait à ce niveau-là, alors que nous, on s'en occupe pas du tout, mais c'est vrai qu'on le fantasme un petit peu. Et c'est vrai que là, maintenant, on a l'assurance que le film va sortir aux États-Unis Ah ouais. le 17 octobre, quoi. Et c'est vrai que nous, parce qu'en fait, quand ils ont vu la bande-annonce, tout ça, quoi, ils se sont dit, mais le film, c'est pour nous, en fait. Ouais. Donc, ils ont, voilà, ce qu'on avait un peu fantasmé, quoi, ils l'ont bien ressenti, quoi. Et notamment aussi le fait d'avoir, sur ce film-là en particulier, avoir un peu ouvert la cible par rapport au public familial. C'est-à-dire que, évidemment, on a toujours le même public auquel s'adresse TAT, mais on a essayé d'ouvrir un peu plus la cible et aussi de gaver de références, on va dire, le film pour que le public, entre guillemets, adulte accompagnant, on va dire, Mhm. quoi, soit, voilà, prenne aussi son plaisir, quoi, Ouais. en voyant le film, quoi. Et tout en faisant attention que les références n'étouffent pas le film. Oui, C'est-à-dire c'est qu'on ça. peut ne pas On avoir les voit, mais voilà. les références sont pas indispensables. La lecture du film, on peut rigoler et suivre le film Mhm. sans avoir tout ça, quoi. Ah, surtout que les films aussi destinés aux enfants, c'est le premier film de plein de monde, quoi. Donc Ouais. forcément, ils ont pas le bagage, évidemment. Donc Et Ouais, c'est ouais. ça aussi qui est marrant d'ailleurs, parce que nous, même si on fait appel aux références culturelles 80-90 de films américains, des fois un peu oubliés, quoi, on a fait quelques projections la dernière fois avec justement un papa qui parlait à sa fille en disant bah, il faut absolument que je te fasse découvrir Cobra avec Stallone parce qu'il ouais. faudrait qu'on rentre dans le film, tout ça, quoi. Donc c'est vrai que alors que bon voilà, c'est quand même des films assez bisricains, mais d'avoir d'entendre ça, quoi. Enfin, nous, ça nous fait plaisir, en fait, de dire, finalement, peut-être on va prolonger un peu la, la vie de ces films un peu cultes pour nous, quoi, mais, et des fois un peu oubliés du grand public, quoi. Mais c'est, Mhm. voilà, c'est marrant, quoi, de voir les générations
qui, euh, qui parle de ça avec le papa et sa fille Ça qui crée de était l'échange, quoi, ouais. la référence, mais pourquoi j'ai l'autre, et tout ça, donc voilà. Et au niveau de l'animation en elle-même, ça se passe comment aussi la relation que vous avez aux équipes d'animation? À quel moment vous intervenez pour donner votre avis? Puisque j'imagine qu'il y a une personne à la supervision aussi Oui. entre les deux. Eh ben, on a eu Cyril Martin, qui est notre, ouais, voilà, qui était notre, Diranime. notre diranime, quoi. Et nous, on va dire, comme on n'a pas une expérience super grande pour diriger les animateurs, on s'est dit sûrement qu'on peut-être on allait être un peu perdu sur ce département-là, quoi, même si on avait évidemment beaucoup d'envie, quoi. Et en fait, Cyril, il a réussi vraiment à nous mettre à l'aise sur le département, quoi, à nous tester un petit peu au début pour savoir si on n'allait pas être, on va dire, trop dans le détail sur les trucs et tout ça, parce que le film était très, très, très compliqué. Donc déjà, si on arrivait à raconter ce que racontait déjà l'animatique, un peu posé sur l'animation, bah, déjà, c'était pas mal. Mais on pensait qu'on allait être beaucoup plus bridé, on va dire, sur qu'est-ce qu'on pouvait vraiment en faire, quoi. Mhm. Et au final, je pense que c'est vraiment le département où on s'est au Mm. final le plus éclaté, quoi. Ouais. C'est-à-dire que on pouvait, évidemment, on avait des rapports directs avec notre diranime, mais je pense qu'on allait voir directement des fois les animateurs, tu vois, juste les féliciter, leur dire c'est super, vas-y, mais refais-moi un petit truc là sur ça, quoi. Donc il y a eu vraiment une espèce de cohésion et il y a eu tellement de pets techniques sur le film et que bizarrement ça a plus solidarisé, on va dire, les Mhm. équipes entre eux parce que quand tu as une, deux, trois machines qui pètent en même temps, quoi, Ouais. et que les gars sont à côté, et que bon, au bout d'un moment, il vaut mieux en rire plutôt qu'en pleurer, quoi. Du coup, je trouve que ça a vraiment beaucoup, beaucoup fédéré, quoi, à ce moment-là, quoi, sur l'équipe animation, quoi. Et je pense d'ailleurs, c'est parce que je sais plus combien ils sont, si c'était une quarantaine, quoi. Je pense que c'est peut-être ceux on va dire, entre les 250 personnes avec qui on a dû travailler sur le Mm. film. Je pense que c'est peut-être ceux où on a plus retenu, on va dire, Mhm. presque pratiquement tous les prénoms, quoi, des gens qui travaillaient sur le film, quoi. Après, sur le choix d'anime, il y a un truc qui a été fait aussi, qui a été choisi. Euh, c'est un truc vers lequel moi personnellement je voulais plutôt aller aussi par rapport à la nature du film. C'est ce que tu disais, le côté choral, d'identifier bien les personnages comme il faut assez rapidement et tout en étant dans l'économie du film où voilà, on n'a pas des budgets américains, donc il faut être assez efficace dans l'animation. Il y a une animation par rapport au film théâtre avant qui est un peu plus snappy, où il y a un peu plus de déformation pour pousser la comédie. Et justement, c'est un style d'animation que m'a proposé Cyril, où on s'est dit, bon, je voudrais aller vers ça, et qu'on a accepté rapidement et qui a permis de rendre les personnages plus attachants, de pousser la comédie sur plein de personnages, ce qui n'avait pas été poussé à ce niveau-là sur les précédents films de TRT. Il y a plus de déformation, il y a plus de, même si, voilà, faut garder l'intégrité des personnages, on n'est pas dans du pur cartoon, mais on a poussé un peu plus ce côté-là. Et il y a aussi des difficultés, j'imagine, techniques au niveau des animations en elles-mêmes, parce qu'il y a de la cascade, il y a des choses comme ça. Il y a des combats aussi, donc forcément, ça crée des interactions compliquées à faire. Je sais pas si vous avez peut-être des anecdotes là-dessus ou des choses comme ça. Sur les séquences de combat, bah, je pense notamment, tout à l'heure, quand je te disais, il y avait vraiment une espèce de cohésion sur le film avec l'animation. Par exemple, il y a une séquence à un moment donné de combat entre Hans et Falcon sur la 9e symphonie de Beethoven, c'est Mhm. sur le toit enfin, à l'intérieur du train, et c'est Hans et Falcon qui se battent, quoi. Et c'est vrai qu'on avait récupéré une musique symphonique et aussi rock de Beethoven, quoi. Et on voulait vraiment caler les choses vraiment à l'image et tout ça, quoi. Et donc, on a vraiment, comment dire, euh, beaucoup discuté, fait beaucoup d'allers-retours, mais des fois très, très rapidement. Dans les 5 minutes, en fait, on réglait des problèmes de rythme. En fait, c'est une séquence où Falcon, il a ses pèses et il fait Mhm. façon John Woo, un petit gunfight avec des pèses et tout ça sur le truc, quoi. Et c'est vrai que de pouvoir discuter directement avec, je me rappelle l'animatrice en question, je lui dis, voilà, je vais te compter le nombre de pèses qui va sortir exactement pour que ça cale sur le rythme de Beethoven, tout ça sur le truc, quoi. Voilà. S'il n'y a pas ce genre de discussion, l'animateur, il a le truc, des fois il entend la musique, des fois il l'entend pas, des fois ils vont écouter que les voix, des fois que les FX. Donc c'est vrai que des fois,
d'expliquer directement à la personne qui a vraiment les mains dans le cambouis, on va dire. C'est un plus, quoi, pour vraiment avoir ce qu'on veut sur une séquence d'action, qu'on voulait un petit Mhm. peu autre, quoi, de ce qu'on peut voir au cinéma et de ce qu'on a fait sur les films de TAT précédemment, quoi. Ouais, c'est vrai que la séquence-là avec les pèses, c'était un truc assez surprenant. Et on se dit, bah oui, quand on le voit, on se dit, oui, évidemment que ça va arriver, tu vois. Ouais. Donc il y a un truc vraiment très cool avec ça. Et je me posais aussi un peu des questions sur la photo du film. À quel point on veut se rapprocher de quelque chose de réaliste, à quel point on joue sur la profondeur de champ, des choses comme ça, vraiment le côté direction de la photo. Bah, sur la photo, il y avait, enfin, il y a, il y a plusieurs choses. C'était de chapitrer un petit peu le film, dans l'évolution, garder quand même des choses qui puissent être dans des ambiances qui puissent exister, garder une impression que ça peut être tourné avec des caméras, avec de la profondeur de champ, euh, avec des mises au point. Euh, il y a toujours cet ancrage assez, entre guillemets, réaliste à avoir. Mhm. Après, il y a des choses qui ont été adaptées aussi pour que, par rapport à notre économie, on ait quelque chose qui marche visuellement et qu'on arrive à masquer des faiblesses qu'on peut avoir, comme par exemple, il y a une scène avec le pont, on joue à un côté orageux très très lourd qui peut Mhm. exister, mais qui est quand même assez exceptionnel pour mettre en avant, pour dramatiser, pour mettre en valeur les explosions, pour mettre en valeur tout ça. Donc, on pousse des choses qui pourraient exister, mais qui sont très rares. Et ils ont beaucoup de temps très différents, même des fois un peu extrêmes, Ouais. dans une journée. Mais c'était il y avait ce côté-là de composer avec les contraintes techniques et d'être en accord avec la narration. Faut que ça reflète les émotions des personnages à tel ou tel moment. Faut qu'il y ait ces choses-là. Mhm. Mais c'est vrai qu'on on voulait plutôt une lumière plutôt réaliste, on va dire, quoi. Et après, on va dire essayer de tricher un peu au plan pour essayer de mettre en valeur tel ou tel personnage par rapport à ce qu'on voulait raconter, en fait. Donc, Puis même sur la photo, il y a sur certains trucs, on voulait avoir des ponts avec, en adaptant aussi pour un public familial où les petits peuvent le voir. Euh, il y a des photos où on s'est inspiré aussi de photos de films d'action, avoir ce côté très lumineux un peu de façon Los Angeles Mhm. au début du film, avoir des images de désert qui peuvent taper sur un imaginaire un peu plus western, un peu ramener il y a des choses aussi qu'on a vues par rapport à des choses de Tony Scott, de films de Tony Scott. Il y a ouais, je pense voilà, ouais. on a screenshoté pas mal des films de Tony Scott, des films de McTiernan, pas mal de choses aussi de Speed, d'ailleurs, où Yann de Bont, c'était le directeur photo de Piège de Cristal, oublie un peu que le réalisateur de Speed. Donc voilà, on voulait aussi faire partager un peu, on va dire, cette culture cinématographique, mais la mettre en valeur pour présenter qu'est-ce qu'on voulait artistiquement sur le film, quoi. Puis il fallait que ça reste réaliste aussi. Pareil, c'est toujours le truc, c'est que c'est un vrai train, ils sont vraiment en danger, donc et pas partir trop loin Mhm. dans les ambiances à se dire on est trop ailleurs et on voulait pousser le plus possible un côté assez concret dans l'image du film. Et un des points qui met en valeur tout ça, c'est aussi le travail des comédiens, des comédiennes sur les voix. Donc là, il y a aussi tout un truc que j'imagine vous n'aviez pas encore trop touché avant ce film-là, le côté direction d'acteurs, d'actrices et tout. Ça s'est passé comment? C'est vrai que c'était vraiment une grande première pour moi. Alors, moi, je viens un peu du live, donc diriger des comédiens, j'avais déjà un peu fait. Diriger des comédiens de doublage, on avait clairement jamais fait, quoi, Mhm. avec Ouais, Benoît, quoi. je Et l'ai fait vite fait sur un épisode, mais ouais. je Parce qu'il préfère. faut leur faire Mais c'est- imaginer ce qui va se passer et tout ça, Oui, quoi, en voilà. Et amont. c'est vrai que ce travail-là, qu'en fait, déjà, je pense que c'est vraiment un métier qu'on a compris vraiment quand ça se faisait sur place. Le fait aussi d'être accompagné par une directrice de plateau d'exception qui est Barbara Tissier, ça aussi c'était assez exceptionnel pour nous. C'est-à-dire qu'au départ on dit bon ben on n'arrivait pas à comprendre, on va dire, l'implication d'une directrice de plateau sur un film, quoi. Et heureusement qu'elle était là parce que bon déjà elle fait ça toute l'année, on va dire. Ouais. Donc diriger les comédiens, bon ben elle sait beaucoup mieux le faire que nous, quoi. Et surtout elle est très à l'écoute, quoi, pour ensuite dire et les garçons, qu'est-ce que vous en pensez par Mm. rapport à ça, quoi. Et du coup, si la direction des fois elle est vraiment
pas vraiment exactement ce qu'on veut, ben, on peut toujours interagir et voire même diriger les comédiens sur place ou lui redonner la direction sur le moment, quoi. Et c'est vrai que de voir, c'était vraiment beaucoup de comédiens qui avaient énormément d'expérience, mais par contre, Mhm. c'est la première fois qu'ils travaillaient sur un film où ils avaient de la liberté parce qu'en fait, ils l'ont fait sur l'animatique, en fait. Donc, Ouais. il y avait les dialogues qui étaient posés, mais ils pouvaient un peu changer le rythme. En fait, ils pouvaient faire des propositions, ils n'étaient pas obligés d'être C'est vrai que synchro souvent ils doublent rôle des sur. films qui viennent de l'étranger, Voilà, donc c'est ils ont ça. déjà le film, quoi. Donc voilà. Alors déjà, le fait de rencontrer les réalisateurs, bah, déjà, c'était pas forcément courant pour eux. Ça arrive, mais c'est vraiment pas courant. Et surtout de pouvoir être force de proposition, quoi, sur le film, quoi. Ça, il y a notamment des comédiens je sais pas, qui bossent depuis 30 ans. En fait, des fois, ils me disent, Mhm. ah, mais finalement, ça, je l'ai jamais fait. En fait, j'ai jamais proposé ça, quoi. Donc voilà. Et on a eu, c'est vrai qu'on a eu des comédiens vraiment excellents, quoi. On a Damien Ferret qui fait Falcon, Casey Chase avec qui on avait déjà bossé parce que c'était la voix de Peel et aussi de Patty sur les films précédents de TAT. Là, elle fait Maggie, quoi. Mhm. Et elle était incroyable sur le film. On a réussi à avoir Hervé Joly, qui est la voix officielle de Clint Eastwood. Donc, qui est un acteur qui a quand même 80 balais, beaucoup plus jeune que Clint Eastwood, du coup. Mais voilà, et qui a une voix exceptionnelle. Enfin, je me rappelle, dès qu'il a commencé à faire le personnage de Rex, quoi, on se regarde avec Benoît et en fait, on avait des frissons, en fait, parce qu'on Ouais. pour nous, on était dans le Grand Torino, tu vois, et on hallucinait, quoi. Et voilà. Et après, on a eu sur des rôles un peu plus secondaires, on a eu des comédiens de doublage assez incroyables comme Emmanuel Curtil, donc star du doublage pour les voix de Jim Carrey, donc qui nous a fait la voix du canard, quoi, qui est un peu notre personnage un peu préféré avec Benoît. On a eu Emmanuel Garigeau, Emmanuel Garéjo qui fait deux voix, qui fait Randy et qui fait aussi le lapin et puis Jimmy, quoi. Nicolas Marié aussi qui avait fait le pigeon. On a eu des voix vraiment super qui amènent vraiment une couleur différente, une couleur au personnage et toujours dans le même esprit. Que chaque personnage ait une voix, une texture, un univers, ben, ça permet pareil, de clarifier le groupe, de singulariser tout le monde. Et c'est vrai que les enregistrements de voix, c'est vraiment un moment où le film se cristallise. Mhm. Bah, on a nos voix témoins qui sont bah, des gens du studio qui jouent mieux que les autres. Et, euh, mais on n'est pas vraiment comédien, donc du coup, quand il y a des vrais comédiens, on voit qu'ils s'amusent, qui peuvent apporter des petites choses, qui amènent à une structure, un rythme et une couleur. Le film prend vraiment une autre dimension à ce moment-là. Oh, mais pourquoi il a fallu que ça tombe sur nous? Eh ben, faut pas rester planté là, faut réagir. Calmez-vous, on va trouver une solution. Laissez-moi réfléchir. Ouais, mais pas trop longtemps parce que là, on est bien parti pour se cracher à Toro City. Non, moi je connais le parcours du train par cœur et on va pas se cracher à Toro City. Non, on va se cracher bien avant en traversant ce pont. Quoi? C'est vrai que par exemple, le fait la fois pareil, on oublie aussi, on a Thierry Desros qui est la voix officielle de Samuel Jackson, quoi, Mhm. en VF, quoi, et c'est vrai que on fantasme un peu ce genre de choses quand on est à l'écriture, mais dès qu'on a entendu Thierry Desroses qui fait l'un des Johnson, tu sais, des caméramans et du pilote d'hélicoptère ou de bagnole, quoi, on a l'impression qu'on réécoutait les vieux films des années 90, tu vois, Ouais. qu'on découvrait en VHS, quoi. Thierry Desroses, je crois que c'est son premier doublage de Samuel Jackson, je crois que c'était sur Pulp Fiction, Ouais, c'est c'est son ça, premier. quoi. Donc c'est vrai que d'entendre la voix de VF, parce qu'à l'époque on découvrait les films essentiellement en VF, quoi, Mhm. et de pouvoir discuter de ça aussi avec eux, quoi, c'est assez exceptionnel, quoi, pour nous. Donc il y a tout un travail aussi sur la tessiture des voix et tout. Enfin, toutes les voix sont super, mais moi je me suis dit la voix du pigeon, elle fait vraiment pigeon, quoi. Il y a des petits trucs, des petits tremblements, des petites choses, et ça c'est vraiment Mais c'est les vrai gens qui font du que doublage, ils sont super forts, quoi, pour avoir pile le truc qu'il faut. Ils sont. Ouais, et justement, sur ça, il y a un moment, il avait été question d'avoir du star talent sur le film. Au final, on n'a Ouais. pas eu. Et je trouve c'est vraiment un métier particulier. Et justement, c'est sur, justement, l'acteur qui faisait le pigeon, c'est Nicolas Marié. Et c'est toujours ramener des petits reliefs, Mhm. des petites vibrations. Dans une petite phrase, va y avoir un petit tremblement, une petite réaction. Et ça donne énormément de vie. Et puis pour les animateurs, Ah ouais, ouais. bah, quand ils ont cette structure sonore, ben, ils se projettent dedans, ils arrivent à donner des petits éléments de vie qui
qui sont super. Parce que sur le Star Talent, des fois, le risque qu'il y a, c'est que c'est des comédiens qui font du live. Donc, il peut avoir un jeu un peu plus lisse, parce qu'il est un peu plus naturel. Et il n'y Ouais. a pas ces rebonds qui sont nécessaires à l'animation. Ce qui était beau aussi sur le doublage, on va dire, c'est que je pense qu'on a fait une première passe avec le comédien principal, Damien Ferret. Et donc, du coup, comme c'est le personnage principal, il a beaucoup, on va dire, rempli tout le film, quoi. Et au fur et à mesure, les autres comédiens, ils arrivent, 14h, 16h, et ensuite le lendemain, quoi. Et du coup, on voit le film se fabriquer au fur et à mesure, sous nos yeux, et aussi surtout nos oreilles, quoi. Mhm. Et en fait, au bout d'une semaine de travail, quoi, en fait, il y a tout le film qui prend un relief, que c'est assez incroyable, quoi. Et c'est vrai que on a eu de la chance d'ailleurs sur celui-là, parce que ça n'a pas été le cas sur tous les films de TAT, où les animateurs, ils ont pu travailler avec les voix des comédiens qu'on a vraiment enregistrés sur Paris, quoi. Et Ok. donc, des fois, ils avaient entendu l'animatique et tout ça, ils ont dit, ah, c'est cool et tout ça, quoi. Et après, ils ont redécouvert le film quand ils ont dû vraiment l'animer, en se disant, ah, c'est génial, la voix, c'est super et tout ça, quoi. C'est vrai que c'est bien aussi pour les animateurs d'avoir un enthousiasme, tu vois, par exemple, ceux qui ont fait Rico, quoi, Mhm. quand ils l'entendaient, en fait, ils trouvaient le personnage génial, et du coup, ils ont des idées, ils sont plus, comment dire, inspirés, parce que la voix qu'ils entendent, d'ailleurs qu'ils entendent en boucle pendant la journée, si elle leur plaît, c'est d'autant mieux pour l'animation qu'ils vont en faire. Donc ça veut dire que ça a été fait en une semaine, le doublage complet du film, c'est ça? Enfin, Alors, les voix. ça a pris une bonne semaine. Après, c'est animé. Et après, on fait une passe de retake et de voix additionnelles qu'on n'avait pas forcément pu faire la semaine d'après. Et je crois qu'il y avait un an d'intervalle, je crois, tu vois, entre ce moment-là, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est un luxe parce que du coup, tu peux te dire, bon, même ce truc-là, on l'a refait. Des fois, on fait l'animation. Mais du coup, l'animation, on a une autre idée. Donc, on change un petit dialogue. Donc, il faut quand même rappeler le comédien pour le refaire. Et ça se précipite vers la fin du film, quoi. Donc là, entre guillemets, il faut surtout pas se manquer, quoi. Il est Ouais. vraiment sûr de son choix. Alors, la première semaine, on est un peu plus, voilà. Si on se manque, on sait que dans un an, on pourra le refaire. Et au pire, on peut faire nous un petit pick-up avec nos voix, quoi, pour juste aider pour l'animation si on veut vraiment changer un dialogue ou une réaction, quoi. Mais voilà, ça s'est fait en deux fois sur ce film, quoi. Et, voilà, on a été super contents, quoi, de ce que je considère comme ce luxe-là. Ouais. Et toujours sur la partie son, pour clôturer cette partie-là, la musique, ça s'est passé comment? Parce que pareil, la musique de film d'action, ça reste un truc qui participe énormément à l'accroche, quoi. On a eu la chance de ce film, sur ce film là, c'était la première fois qu'on travaillait avec eux, quoi. On a travaillé avec 22D qui nous a proposé, c'est une structure qui propose des compositeurs et qui gère toute la musique des films. Ça peut être de l'animation, mais aussi du live, quoi. Et ils nous ont proposé, on va dire, des compositeurs. En fait, ils nous ont proposé deux compositeurs. On connaissait pas les noms. Et ils ont dit, vous faites le choix entre ça et ça, qu'est-ce qui vous plaît? Donc, les deux choix paraissaient sympas. On est plus parti pour des compositeurs. On avait l'impression qu'ils pouvaient potentiellement proposer vraiment des thèmes, c'est-à-dire des thèmes que tu peux siffloter, Ouais. que tu peux chanter en sortant du film. Nous, c'est ça quelque chose auquel on tenait, on tenait beaucoup, quoi. Et, euh, et donc, du coup, quand on nous a dit, voilà, vous avez choisi ces personnes-là, en fait, on s'est aperçu que ces personnes-là, en fait, ils étaient deux. Il s'appelle le Feste en Tonacci. Et donc, ils sont d'origine italien, tous les deux, quoi. Et ce qui était bien, c'est qu'ils avaient un peu le même profil que nous, c'est-à-dire que c'était pour eux leur premier long métrage. Ils avaient de l'expérience ils ont fait pas mal de musique de série. Ils ont aussi leur groupe, ils font des concerts un Ouais. peu partout en France, en Italie, quoi. Donc, et du coup, ils avaient énormément, comme nous, on va dire, à prouver et à défendre, à défendre le film, quoi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que la partie action leur a, au début, les a un peu effrayés parce que eux, ils étaient plus dans des thèmes plutôt pop et tout ça. C'est plutôt avec ça qu'ils étaient à l'aise, quoi. Et donc, du coup, mais ils étaient quand même super excités de pouvoir proposer des thèmes d'action sur le film, quoi. Et voilà. En parallèle, on a réussi à faire appel aussi à un groupe que je connaissais qui avait participé à mon premier long métrage qui s'appelle Shifumi et qui ont composé un peu des musiques additionnelles, notamment
Reptile Tranquille, tu vois, le Mhm. truc de rap, Ouais. comme c'est eux qui nous l'ont fait, quoi. Et voilà. Et qui ont réussi aussi à nous avoir le chanteur Carbone qui chante en fin de film, en fait, quoi. Et Ouais. voilà, qui est quand même un bon nom, quoi, dans la chanson française, quoi. Et qui pareil, lui aussi, grimpe énormément, quoi. Et on a de la chance de l'avoir, qui nous ait fait un truc spécial pour notre film en fin de générique pour le générique final de notre film, quoi. On est super content. Et pour la musique du film, ça intervient à quel moment? C'est dès l'animatique qu'on y pense? On fait une. Enfin. Ouais, en fait, c'est ça. On a eu des propositions dès l'animatique, et je crois même que eux, ils ont fait des propositions de thèmes sans rien voir. C'est-à-dire, ils connaissaient juste le sujet du film, Ok. et ensuite, ils ont proposé voilà des choses au fur et à mesure. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, après, sur l'animatique, on commence avec des musiques témoins aussi. On avait des musiques qui nous parlaient dans l'énergie qu'on voulait avoir sur le film. Donc, ça arrive dans un deuxième temps, le choix des compositeurs. On a déjà entamé l'animatique. On a déjà fait, on a déjà vu vers quel endroit on voulait aller. Donc voilà, il y a quand même ce travail qui se fait un peu avant. Et après, il y a toujours le truc de se dire, une fois qu'on a les musiques témoins, on dit nos intentions aux compositeurs, mais tout en disant, faut pas qu'ils recopient la musique témoin, faut qu'ils aient une proposition pour que le film ait quand même son identité et que Mhm. ça n'ait pas C'est l'impression que ça soit une redite d'une musique existante. c'est vrai que l'une des musiques témoins qu'on a beaucoup utilisées pour le film, c'était celle de Speed, justement, composée par Marc Mancina. Mhm. Et c'est vrai que cette musique, elle est elle est quand même très, très emblématique, quoi. Et c'est vrai que des fois, quand on voit qu'avec cette musique, la séquence, elle marche, c'est bien, mais il faut se réussir à se détacher et à se détacher. Et peut-être même à se dire, est-ce qu'il faut vraiment une musique sur cette séquence, quoi. Donc voilà, c'est tout ça qui est assez complexe. Comme je te disais tout à l'heure, des fois, tu fais le film, il marche, et après, tu vas devoir sans cesse essayer de le refaire sans le perdre, peut-être en l'améliorant, peut-être en se remettant en question, on va dire, tous les 2-3 mois, en se disant, bon, est-ce que ça marche pas aussi comme ça, avec une autre musique, sans musique, donc voilà, c'est Et, tous ces questionnements qu'il faut faire attention. et sur la musique, il y a une musique qui a été achetée, c'était la musique de Beethoven. Mhm. De la joie, parce que pour faire une orchestration comme ça, c'est très très coûteux. Et sinon après, il y a une musique qu'on aurait voulu avoir, mais qui était trop chère, hein. Il y a un moment, on aurait voulu mettre une musique de Delta Force avec Chuck Ouais. Norris. Et un truc très années 80, très pompier. Donc on a une autre version qui nous plaît beaucoup, mais Oui, il y avait ce côté-là. le festival nous a fait du coup une version à eux, quoi, et qui aujourd'hui, quoi, nous, nous ravit, quoi, quand on entend, parce qu'il y a vraiment la sonorité très 80 Ouais. qu'on aimait, quoi. Donc c'est vrai que là, du coup, on n'a pas de regret de pas avoir eu la musique de Delta Force. Et pour terminer, peut-être plus sur un côté, on va dire, expérience personnelle, comment ça s'est passé l'expérience de réalisation? Est-ce que c'est un truc que vous aimeriez refaire par la suite? À quel point c'est éprouvant aussi à faire? Je pense que enfin, je prends la parole en premier par rapport à ça. Je pense que c'est assez éprouvant. C'est vrai que nous, on se connaît depuis 25 ans, donc c'est vrai que très tôt, on s'est dit, bon, il faudrait quand même pas que ça perturbe notre amitié, quoi. Ouais. Et que, voilà, moi, je pense qu'au final, ça l'a plutôt renforcé, quoi. Je pense que c'est très éprouvant, notamment, on va dire, moi, bizarrement, c'est plutôt, on va dire, les 3-4 derniers mois où j'ai beaucoup plus senti la fatigue, et c'est très facile de lâcher prise les 4 derniers mois, alors que c'est le moment où tout le film se cristallise, et il faut surtout pas lâcher prise, quoi. Et c'est vrai que plus tu es fatigué, plus tu peux avoir des colères en toi qui peuvent peut-être exploser. Et il faut surtout pas, il faut vraiment les contenir. Et comme on a réussi à tenir 3 ans et demi sans se mettre sur la tête, donc du coup, je pense que on a réussi à faire ça. Et évidemment, nous, on aimerait refaire un film ensemble avec Benoît. Ouais, parce que même déjà, ouais, je pensais pas forcément. Enfin, c'est quand même une chance d'accéder à la réalisation d'un film. C'est Mhm. pas donc ça, il y avait cette conscience-là de. Je pensais pas y arriver à avoir ça. Donc j'ai cette conscience-là. Donc il y a ce côté à y aller, faut y aller à fond. Donc
je sais pas, en le faisant, tu sais pas si tu vas faire un deuxième film ou tout ça, donc sur le succès. Donc voilà, on met tout pour pas avoir de regrets. Et clairement, j'aimerais pouvoir continuer. Après, la production du film a été compliquée sur plein de points au niveau technique, au niveau de. Donc ça a été assez éprouvant sur plein de points. Effectivement, il y avait des moments où il y avait de très grosse fatigue, beaucoup de complications, de bugs, de problèmes techniques. Mais au final, ce qu'on a réussi à faire, je pense, et c'est que même si c'était très difficile, peut-être une des productions les plus éprouvantes de TAT, les gens étaient contents d'avoir bossé sur le film parce qu'ils se sont projetés dedans. Humainement, ça se passait bien et on était ouvert aux propositions, à l'écoute des demandes de chacun. Enfin voilà, on allait voir les gens directement. Donc il y a cette énergie-là qu'on a réussi à avoir, même s'il y avait un côté éprouvant, on a réussi à faire un film dont on est fier à la fin, qui peut faire des retours qu'on a plus tôt. Donc voilà, c'est vrai qu'on a fait fier d'avoir réussi malgré l'adversité, d'être arrivé là. On est un peu à l'image du train qui est à la fond. Est-ce qu'on va se cracher ou pas? Et donc au final, tout le monde est sauvé. C'est vrai qu'on a fait une projection, le film n'était pas encore fini, on va dire, pour le festival d'Annecy. On a présenté le film encore un peu en oui, puis il manquait, on va dire, 5% de travail sur le film. Et c'est vrai qu'à un moment donné, d'entendre les gens rire, et surtout applaudir pendant la projection, de nombreuses fois, c'est vrai que là, du coup, il y a tout qui lâche, en fait. C'est-à-dire qu'on dit toute la pression qu'on s'est mis et tout ce qu'on désirait faire sur le film, en fait, on a un peu le public qui nous raconte lui son ressenti en direct, quoi. Et donc on va dire tout le reste, on va dire la fatigue et les niveaux de fatigue, enfin tout le stress qu'on a eu pendant 3 ans et demi, quoi. Ça, voilà, on sait qu'on l'a pas fait pour rien, donc ça c'est super. Donc évidemment, allez voir le film. Hein. Le film est sorti le 2 juillet en France. Je sais pas s'il sort en même temps dans d'autres pays, type, genre Belgique, tout ça ou pas. Belgique, c'est une semaine ou 2 semaines après, je crois. Ok, d'accord. Là, je sais pas. On sait qu'il va sortir un peu partout dans le monde, mais c'est vrai que les dates de sortie exactes, à part les États-Unis, on sait que c'est en octobre. On n'a pas tous en tête. En tout cas, en France, c'est déjà sorti quand les gens regardent ça, donc j'invite vraiment à aller voir le film. Franchement, moi, je me suis dit comment est-ce que ça va être un équilibre entre film d'action, film aussi pour les enfants et tout. Je trouve que le mix, il est vraiment bien géré, donc voilà. Merci beaucoup.